Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est extrêmement impressionnant de vous voir aussi nombreuses et aussi nombreux en cette dernière demi-journée des Utopiales. En tout cas, je vous remercie fortement. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la modélisation des émergences avec un petit texte, donc le pitch que je vais vous relire. Comprendre l'origine et le développement des épidémies est crucial pour éviter des désagréments à nos successeurs et successeuses. On pense bien sûr aux virus, mais il s'agira peut-être de bactéries multirésistantes, de champignons, comme dans The Last of Us. Prévoir le cours de l'histoire était un enjeu majeur pour Harry Seldon. Modéliser l'apparition et le déroulement d'un phénomène émergent est devenu un défi pour nos sociétés. Saurons-nous le relever? Nous avons à mes côtés Chen Chaofan, qui est... Merci. Donc, vous êtes chinois et vous vivez entre Pékin et Shanghai. Vous êtes présenté comme l'un des très grands noms de la science-fiction chinoise, mais en fait, vous êtes probablement un très grand nom de la science-fiction tout court. En France, vous êtes connu pour votre roman L'île de Silicium, en anglais The Vast Tide, la marée des déchets, mais dont nous reparlerons au cours de cette table ronde sans aucun doute, ainsi que pour un livre IA 2042, 10 scénarios pour notre futur, dont il a été abondamment question hier dans une autre table ronde. Mais vous êtes aussi auteur de très nombreuses nouvelles, puisque, ai-je appris au cours du déjeuner, la nouvelle est un genre particulièrement prisé en Chine. Et vous êtes accompagné par votre traducteur français, Gwenaël Gaffric. Et à son côté, Raphaël Granier de Cassagnac, donc physicien en physique des particules, spécialiste de l'asymétrie entre matière et antimatière, dont il a été beaucoup question au tout début des Utopiales, directeur de recherche au CNRS, spécialisé dans l'usage des jeux vidéo comme vecteur de la diffusion des sciences et titulaire à ce titre d'une chaire à l'école polytechnique financée par Ubisoft. Dans la même veine, Raphaël est aussi membre du comité de pilotage du centre interdisciplinaire Spirale, sciences publiques, imagination, recherche, art, tous liés. Et enfin, il est auteur de science-fiction. J'ai trouvé 14 titres d'ouvrages sur Babelio, donc je suppose qu'il doit y avoir des nouvelles, et voilà. Mais j'ai surtout trouvé une trilogie, la trilogie pour laquelle Raphaël est le plus connu, donc Eternity Incorporated, Thinking Eternity et Resilient Thinking, sachant qu'il s'agit là de l'ordre de publication et peut-être pas de l'ordre dans lequel les événements s'enchaînent. Alors, pour commencer cette table ronde, en fait, au départ, il était plus ou moins prévu qu'il y ait quelqu'un qui fasse de la virologie, parce que d'une certaine façon, quand on pense à l'émergence, la modélisation des émergences, on ne peut pas s'empêcher de penser, c'est ce qui a été quand même mis en avant ces dernières années, à la modélisation et au rôle des modélisateurs dans l'épidémie de coronavirus, avec deux idées essentielles. La première idée au cours de cette épidémie, c'était tous les modèles qu'on a vu passer, leur validité, leur rôle pour prendre des décisions, leur rôle pour essayer d'aplanir, de gérer cette épidémie, la façon dont tout cela a été utilisé. Donc là, il y a une forme de, il y a un sens particulier de modéliser une émergence. Que fait-on une fois qu'un objet est émergé et comment peut-on essayer de prévoir son déroulement, son cours, la façon dont il va évoluer? Et puis, derrière, il y a eu une deuxième période où on a commencé à se poser la question de savoir s'il était possible de prédire un phénomène émergent. Pourrions-nous prédire la prochaine épidémie virale et de ce fait l'anticiper et éventuellement la prévenir? Donc un deuxième sens qui serait d'être capable d'anticiper les émergences avant qu'elles n'arrivent. Donc c'est autour de ces deux idées que j'ai eu envie d'interroger nos deux invités au tout début et leur demander comment ils se situent vis-à-vis de cette double signification du mot « modéliser les émergences ». Oui, alors comme tu l'as dit, on n'a pas de grands spécialistes, à part peut-être toi, des questions des émergences des virus ici. Moi, j'ai attaqué la question d'un point de vue purement narratif. Dans mon premier roman, j'avais posé l'hypothèse d'une apocalypse déclenchée par un virus. Donc on chope un virus et puis une très grande majorité de la population disparaît. Et donc comme tu l'as dit, mes livres sont pas écrits dans l'ordre. Enfin, j'ai fait une Star Wars, quoi. J'ai écrit la préquelle après avoir écrit
le premier. Et donc pour mon deuxième, j'ai eu envie de raconter comment on arrivait de notre monde aujourd'hui, ça part essentiellement d'aujourd'hui, ça démarre avec des choses très très courantes, jusqu'à mon hypothèse apocalyptique qui était l'émergence justement de ce virus. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, comment je peux faire émerger un virus qui réussirait à décimer une très très grande majorité de la population. Et quand j'écrivais ce deuxième roman, qui s'appelle Thinking Eternity, c'était au moment de la crise H1N1. Et donc je me suis dit, ah non, ça va quand même être compliqué de faire émerger un virus parce qu'on va le détecter. Enfin, je voyais bien avec la crise H1N1 qu'on était capable de détecter en tant qu'humanité un virus assez rapidement et puis de lui apporter une réponse assez rapide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Roselyne Bachelot en France avait acheté 60 millions de vaccins. Et donc là, j'ai fait un truc que je regrette un peu aujourd'hui parce qu'il y a eu l'histoire du Covid après. Je me suis dit que pour vraiment décimer la population, donc c'est-à-dire pour vraiment faire émerger un virus létal au niveau mondial, il fallait pas le mettre dans le virus, il fallait le mettre dans le vaccin. Alors je ne suis pas du tout anti-vax, hein. J'ai écrit ça avant le Covid. Et donc c'est ça que je me suis dit. C'est-à-dire que moi j'ai eu le sentiment, en analysant un peu la situation, alors c'est la crise H1N1, que l'émergence des virus et l'émergence des maladies étaient dans le monde assez bien détectées. Alors il y a sans doute des zones du monde où on n'a pas les données et où ce serait mal détecté si ça commence là-bas. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est capable en tant qu'humanité de détecter l'émergence des virus très rapidement. Et puis derrière donc est venue la crise Covid qui est quand même assez édifiante en ce sens. C'est-à-dire que, bon, on l'a tous vécu, hein, ça a été détecté dans plein d'endroits dans la planète assez rapidement. Il se trouve qu'on a trouvé un vaccin assez rapidement, qu'il a été détecté très rapidement. Donc moi j'ai plutôt une confiance assez forte dans l'humanité et les autorités de santé pour détecter l'émergence de virus. Après, tout dépend de la létalité du virus évidemment, mais c'est pas la question. Là, la détection, pour moi, elle m'a l'air assez efficace, quoi. 我觉得在疫情这件事情上，每个社会、每个国家它有不同的叙事。就你放在中国就很明显，它用的当然也有疫苗，当然也有医疗卫生这方面的科学上的一些研发，但更多的它可能采取一种社会工程的方式，就是控制人口的流动，包括日常生活的接触，这也是基于一种对于病毒传染病学的想象。 但大家可以看到，它可能存在着一个很大的问题。 Je pense que pour parler de la pandémie, par exemple, chaque pays, chaque société a en fait eu des tendances et des approches différentes. Pour ce qui est de la Chine, de façon assez évidente, même s'il y a eu un certain nombre de protocoles médicaux, des développements de vaccins par exemple, ça s'est surtout joué au niveau du contrôle social, de façon assez oppressive, du lien entre les individus, de ne pas sortir, de contrôler au maximum les interactions sociales. Et c'est ce qui est peut-être aussi une partie pour chaque société de l'imaginaire ou de l'imagination de comment est-ce qu'un virus se propage. Et c'est aussi un des problèmes. 当2020年的时候，这套想象或者说模型，它非常奏效，大家可以看到。但是这样的一个奏效，反而在之后变成一个很大的阻碍，就是病毒在不断的变异，它的传染性在不断的增强，但它的治病的那个严重程度在下降。但是这套叙事它要维持一个一致性，前后的一致性，包括它在执行上。 从上到下，它有一个传递的过程，这会有一个时间上的滞后性，以及大家的在认知上的一个固化的一个模式，这个模式变成了阻碍我们去改变防疫的一个非常大的一个障碍。 Alors, cette approche qui était donc dans un premier temps de contrôler au maximum les interactions sociales a eu une certaine efficacité jusqu'en 2020 par exemple, on a vu que ça pouvait être contrôlé, mais avec l'évolution de la maladie, le fait qu'il y ait de plus en plus de variants, que les taux de contagion soient de plus en plus élevés, même si la maladie devenait elle-même moins violente, moins grave, est devenu un handicap aussi, puisqu'en fait la modélisation telle qu'elle avait été pensée était difficile à contourner, difficile à changer, à tel point que ça avait vraiment colonisé même l'imagination de la propagation du virus. Et en fait, il y a eu cette immense difficulté pour ce qui est de la Chine, de changer la manière dont on imaginait le contrôle du virus au sein de la société.
Non, je sais pas. Quand on pense à émergence, et en particulier pour les virus, il y a 2-3 concepts clés qui sont intéressants à introduire. Peut-être c'est les signaux faibles en fait. C'est-à-dire, quand quelque chose va émerger, il y a toujours au début un signal qui peut apparaître comme étant complètement négligeable. C'est pour ça qu'on appelle un signal faible. Et donc détecter ces signaux faibles, c'est la première chose qui est importante, je crois. Hein. Et puis derrière, il y a les constantes de temps, c'est-à-dire que ce signal faible, à quelle vitesse il va se propager dans le système, donc dans l'humanité, si on parle de l'humanité. Et là, moi, il y a on parle un peu de modélisation, là, mine de rien. Hein. Il y a un concept que j'aime bien, c'est au début, on a toujours l'impression que c'est une droite, quoi, que c'est un truc qui croît comme ça, linéaire. Et puis en fait derrière des lignes peuvent se cacher des exponentielles. Donc en fait c'est comme ça, mais en fait ça va être comme ça après. Et donc être capable de mesurer le moment où le changement, il faut une échelle de temps qui est assez grande par rapport à la constante de temps du processus. De comprendre qu'à un moment c'est exponentiel, ça c'est quelque chose qui est vertigineux. C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué nous en tant qu'être humain. On n'a pas beaucoup d'expériences exponentielles dans notre vie de tous les jours. Parce que ça naît de la très grande collectivité de la propagation du virus. Et je sais pas, moi, comme tu l'as dit, j'aime bien les jeux vidéo. Et je sais pas si vous avez joué à Plague Inc., qui est un jeu qui a regagné de la notoriété au moment du coronavirus, du Covid, du coronavirus. C'est un jeu dans lequel vous êtes le virus et vous mutez pour essayer de toucher le plus de population possible. Et au début du jeu, vous trouvez ça très chiant parce qu'il y a un malade, quoi. Et puis 2, et puis 3, et donc on a l'impression que c'est complètement linéaire et très lent. Et c'est un jeu qui est excellent pour prendre conscience de cette histoire d'exponentielle. C'est-à-dire que d'un seul coup, le truc s'emballe et tous les tours, vous doublez votre nombre de malades, doublé ou triplé, peu importe. Vous augmentez à chaque tour, le doublé, triplé, le nombre de personnes que vous touchez sur la planète. Donc on n'est pas très loin dans la modélisation là, mais c'est 2-3 concepts comme ça que je pense qu'ils sont importants d'avoir en tête. Quand on parle d'émergence. Et peut-être que le plus intéressant dans tout ça, ça reste quand même d'essayer de détecter les signaux faibles pour n'importe quel type d'émergence qu'on peut observer dans la société, quoi. 我非常同意哈菲尔的这个观点，就人类比较习惯于线性的思维，所以我们只能看到以前发生过的事情，我们试图从未来去寻找这个 pattern。但是有一些是从我们看不到的地方，比如说在这本书里同样写到病毒，它病毒是在垃圾里产生的，然后它以一种我们没有办法完全理解的方式去传播。那这部分其实是对于我们来说是隐形的，所以我想在未来有很多这样的一些看不见的一些威胁，其实是从我们人类无法认知的、无法想象的一些地方出现。那么怎么对这部分去进行建模，我觉得是很重要的一点。Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'évoquer Raphaël sur notre incapacité la plupart du temps à imaginer autre chose que quelque chose de linéaire ou cette ligne droite que tu évoquais et l'incapacité à imaginer ce qu'il y a d'invisible derrière en fait. Dans ce roman, je parle de l'île de Silicium, je parle d'un virus qui naît aussi des déchets électroniques et dont les personnages peinent à reconnaître l'origine, la manière dont il va se développer. Il y a plein de choses en fait assez obscures et qui n'entrent pas dans notre cadre cognitif habituel. Et c'est tout le défi en fait pour le futur, y compris même si on se pose la question dans le futur d'un motif récurrent, par exemple de propagation d'un virus, comment est-ce qu'on peut essayer de détecter ce qui n'est pas visible pour le moment, le danger ou la menace qui est encore intangible. Alors, est-ce qu'il n'y a peut-être pas aussi une autre question reliée à ça, qui est l'endroit où on regarde? Hier, dans une autre table ronde, il était beaucoup question d'intelligence artificielle, de l'émergence d'une nouvelle technique, des dangers qu'elle fait courir, de ce que nous pourrions avoir à gérer. Mais ce que montre par exemple le roman de Ciofan, c'est cette idée que l'émergence, là, elle intervient dans une décharge, zone invisibilisée, à la fois parce que les gens ne veulent pas qu'on vienne voir ce qu'il y a dedans, parce que les gens ne veulent pas trop qu'on aille regarder, un peu dans le même type de décharge que nous créons en Afrique, où nous allons déverser tous nos déchets, dans tous ces endroits où en fait on ne porte pas l'attention.
Donc cette question de regardons-nous au bon endroit, ça revient un petit peu aussi à ce que disait Raphaël au début, on regarde le virus à l'extérieur alors que le danger là a été créé par quelque chose auquel on fait une totale confiance. Donc cette idée de regardons-nous aux bons endroits. 对，我觉得说，人类的认知有非常大的局限性，包括我们现在所有的建模建立在对人类语言的这种基础上，尤其这里面可能更多的是西方的语言，包括英语，但其实有很多的数据其实是不在这个范围里面，包括我们怎么样去想象一种超越人类的一个数据的采集，包括对其他物种甚至整个环境的一个采集，比如说很多的威胁，我觉得可能来自于深海，来自北极跟南极，甚至来自于我们看不到的一些地方，比如微生物的群落它的变化。但所有这些其实我们并不理解，所以也没有办法去建立一个真正的模型。所以我觉得现在我也有参与一些这样的推测性的科研的项目，大家是想要建立起这样的一个超越人类的全球的大模型。 En fait, toute la problématique des modélisations actuelles est qu'elle est beaucoup basée effectivement non seulement sur des espaces géographiques particuliers, mais aussi sur le langage humain. Alors non seulement ça avait été évoqué un peu hier avec l'IA, sur l'anglais principalement en fait, comme donnée principale, et même plus généralement sur la question des données purement humaines en fait. Et tout le défi pour la modélisation des risques à venir, c'est de s'intéresser aux données qui sont non humaines, parce qu'en fait la plupart des risques qui sont ceux auxquels on va être confronté vont venir peut-être des abysses, vont venir peut-être des pôles, vont peut-être venir de la mutation de certains micro-organismes. Et donc toute la question va être de savoir comment est-ce que, à travers différents outils, on va pouvoir prendre en considération des données auxquelles on n'a pas accès. Donc moi personnellement, je participe à des projets comme ça qui ont pour but d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut récupérer des données dans une échelle qui n'est pas celle de l'échelle du langage humain, mais peut-être plus globale ou au niveau de l'environnement, etc. C'est super intéressant ça, je trouve. Et oui, je suis assez d'accord. Enfin, il y a... moi, ce qui m'interpelle dans ta question, c'est on regarde effectivement toujours un peu au même endroit. Donc, on a des systèmes de surveillance qui sont bien installés pour les endroits. Et souvent, je vais pas dire une innovation, mais un phénomène de rupture, il ne va pas sortir de là. Parce que s'il sortait de là, c'est qu'on l'a prévu, qu'on l'attend. Et donc, ce n'est pas une rupture. C'est quelque chose qui est relativement prédictible. Et donc je pense qu'effectivement on rate, enfin puis je pense qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, on rate, on ne surveille pas là où peut émerger des choses qui vont vraiment révolutionner notre conception de l'univers peut-être. Et j'ai un ou deux exemples comme ça peut-être, je sais pas si c'est, enfin on sort là des virus et tout ça, mais l'émergence des technologies par exemple. Hier on en a beaucoup parlé d'IA effectivement avec Chen. Le chat GPT, c'est pas né dans un GAFAM en fait. Alors que je pense qu'on pouvait s'attendre à ce que ça naisse chez eux. Ils sont censés avoir lancé d'énormes programmes d'IA, ils rachètent des tas de boîtes. C'était un enjeu crucial pour eux et on voit qu'en fait non, la vraie rupture elle est arrivée un petit peu en sous-marin par d'autres gens qui étaient un peu sous le radar. Alors maintenant ils sont complètement dans le radar, ils se font racheter par tout le monde, ça, ils ont émergé quoi. Mais voilà, c'est sorti d'entreprises qui étaient moins sous le radar. J'ai un autre exemple moi, qui me travaille toujours, c'est l'exploration spatiale. À une époque, l'exploration spatiale, c'était vraiment dans les mains des États. Et puis on s'attendait tous, je pense, à ce que si quelqu'un allait retourner sur Mars, aller sur Mars ou retourner sur la Lune, ce serait sans doute un État. Il y a des États qui continuaient à vouloir y aller, mais ils ne se pressaient pas trop parce qu'on n'était plus en situation de guerre froide qui avait justifié toute la course à l'espace initiale. Et puis là, il y a 2-3 doudingues qui, d'un seul coup, qui viennent du monde du privé, qui nous disent « Ah bah non, nous on va y aller quoi ». Et je pense qu'on ne les attendait pas. Et ils ont complètement relancé le truc. Les États se sont remis à essayer d'y aller rapidement. Et donc effectivement, alors c'est pas les endroits que tu mentionnais, mais c'est d'autres endroits. Et je pense qu'effectivement, quand on pense émergence et surtout rupture en fait, c'est-à-dire émergence de rupture, il est vachement important de pas regarder là où ça paraît le plus évident quoi. Si on veut les prédire évidemment. 对，然后我们
以前在中国啊，我不知道这边的教育是怎么样。就在中国的生物学的教科书里，我们一直觉得病毒不是一种生命，因为它的结构太简单了，没有办法去承载这个遗传信息。但如果我们现在再去重新思考这个问题，你会觉得它有可能是一种大规模的集体的一种生命的形式，它们可能以非常高速的迭代的方式来进化，然后它对我们整个人类其实造成了巨大的影响。如果这样的一个物体它不是生命，那它是什么？现在我甚至觉得它可能比人类还更有智慧，从某种程度来讲，所以我觉得人类还是过于自我意识，就是所以它会非常局限在看一些我们能够 recognize 的东西，而看不到很多其实是远远超出我们理解范围的事物和威胁。Alors je ne sais pas vraiment ce qu'il en est de l'éducation en France. Moi je me souviens des cours de biologie que j'avais à l'école et on nous disait à l'époque qu'un virus c'était pas vraiment un être vivant parce qu'en fait sa structure est extrêmement simple, qu'il n'y avait pas assez d'éléments susceptibles d'être intéressants pour être étudiés en tant que vivant. Et avec le développement de tout ce qui se passe autour de nous de ces dernières années, on prend conscience que non seulement c'est beaucoup plus complexe qu'on l'imaginait, qu'il y a une dimension extrêmement collective, qu'il y a une juxtaposition aussi de différents facteurs qui sont à la fois d'ordre du vivant ou d'ordre du social. Et quand on y repense aujourd'hui, on voit quelle est un petit peu la perspective assez anthropocentrée en fait de ce que c'est le vivant. C'est-à-dire que l'homme n'est pas forcément encore capable d'imaginer l'émergence de matières comme ça ou d'éléments beaucoup plus complexes que ce qu'il imagine parce qu'il ne sait que reconnaître ce qu'il connaît déjà. Et donc c'est aussi un des défis en termes cognitifs d'arriver à comprendre aussi ce qui peut émerger et qui n'est pas de notre domaine de connaissances actuelles. Je ne pense pas que le système d'éducation en France soit si bon que ça pour nous apprendre les phénomènes en fait. Donc, parce qu'on a pas mal parlé de phénomènes là, et bon, puisque tu m'as lancé là-dessus. En France, et je pense dans plein de pays, on apprend les sciences avec beaucoup de maths. Et ça, c'est pareil, c'est un peu une erreur hein, pour concevoir les choses. Avant les maths, en physique, en biologie, il y a les phénomènes. Et là, on en a parlé de pas mal, là, et ça, c'est super important. Et donc, je pense que souvent, les maths font que plein d'entre nous ne comprennent pas, en fait, ce que sont vraiment les phénomènes, et donc comment les choses peuvent émerger dans l'exemple précis qui est le nôtre aujourd'hui, quoi. 对，中国可能问题更严重一些，就是我们大部分的考试是有标准答案的，就像法国，我们其实每年会去跟踪法国高考的那个作文题，就我们每年都会把它拿出来跟中国高考的作文题去比较，然后因为我们中国就每一道题它要么是那种选择题，要么就有一个标准答案，甚至连作文它都会有一些标准的模式，所以这个其实很大程度上限制了中国人的想象力，包括对未来建模的这种能力。我觉得这非常有意思。Ah, quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'en Chine, le problème est en fait plus grave que ça, puisqu'il y a souvent lors des examens des réponses standards et des réponses qui sont ou correctes ou fausses. En Chine, ce qu'on fait souvent, c'est qu'au moment du bac français, il y a un peu l'équivalent en fait de la diplôme de fin d'études en Chine et on va comparer les différents types d'examens et les questions posées aux examens français, au bac de philo par exemple, et on compare un peu les deux. Et en Chine, là où souvent les réponses sont des QCM ou bien une réponse standard, en France on voit souvent que la dissertation on peut un peu partir dans tous les sens, ou du moins il n'y a pas une réponse pour la plupart des matières qui est absolument juste. Et c'est ce qui fait peut-être que du côté de la Chine, ça limite aussi une certaine forme de capacité créatrice ou ça limite aussi un peu l'imagination, et même y compris l'imagination du futur. Alors, on a envisagé l'émergence comme devant être évitée ou surveillée, celle d'un virus, celle d'une intelligence artificielle qui pourrait un jour prendre le contrôle et tous nous tuer, ou à défaut prendre nos emplois et nous renvoyer à l'état de chômeur. Il y a peut-être une contraposée qui est: est-ce que toutes les émergences sont mauvaises, et est-ce que surveiller les émergences c'est toujours pour notre bien? C'est une bonne question, ça. Donc, toutes les émergences ne sont pas mauvaises, ça c'est une évidence, je pense. On peut espérer quand même qu'il y a des choses qui émergent, qui sont positives.
Je pense que c'est pas difficile de trouver des exemples. Par contre, j'ai quand même l'impression que les gens qui ont intérêt à surveiller l'émergence, c'est forcément des gens à qui ces émergences peuvent nuire. Et je pense par exemple surveiller l'émergence de mouvements sociaux. Je pense que si des gens surveillent les émergences de mouvements sociaux, c'est qu'ils s'en méfient et qu'ils veulent les contrôler ou les arrêter. Donc je pense fondamentalement que j'ai du mal comme ça rapidement à imaginer une situation dans laquelle quelqu'un surveille l'arrivée d'une émergence pour son propre bien, quoi. Mais on peut sûrement trouver un exemple, ça fait peut-être une bonne nouvelle. Ce que j'avais en tête, c'était pas forcément pour le bien de la personne qui surveille l'émergence, c'était peut-être pour notre bien en tant que bien commun. Oui, ça, donc oui, je suis sûr qu'il y a des émergences, comme je l'ai dit, je suis sûr qu'il y a des émergences qui sont pour le bien commun, mais je pense que ceux qui les surveillent, c'est ceux pour qui ce sera plutôt un effet négatif. 我觉得每一种建模的思想背后，它其实有非常强的这种价值观的导向。包括中国有一句经常被用到的话语叫"人定胜天"，是从毛泽东时代流传下来的。就这句话一直到现在，就是包括在疫情期间会被反复的提到。就他们认为天就包括病毒这样的一种传染病，它是一定通过人的意志、人的组织、人的努力、人的控制来可以战胜的。但这个话其实跟中国道家的另一句话又形成了非常强烈的矛盾。那句话就是天人合一。Alors pour ce qui est de la Chine, en fait, on a une expression en Chine qui existe au moins depuis Mao Zedong en fait, et qui est une expression de caractère, Zhendin Shengtian, qui signifie littéralement l'homme doit conquérir le ciel. En fait, ce qui est entendu derrière ciel, c'est à la fois la nature, l'environnement, c'était le cas pendant le maoïsme, en fait, où l'homme devrait vaincre la lutte contre la nature contre-révolutionnaire, mais elle continue à être utilisée aujourd'hui, cette expression, y compris lors de la pandémie, où il fallait que les organisations humaines, ou l'humanité en tant que collectif, vaincre ce qui n'était pas humain. Et en réalité, cette phrase, cette injonction, qui évidemment est politique en Chine, va aussi à l'encontre d'une autre expression qui là est plutôt issue du taoïsme, et qui est que le ciel, donc le même caractère, le même concept, et l'homme ne font qu'un. 所以，如果从天人合一的这个价值观出发，我们去建模的话，那应该就是以每一个个体与整个自然界的这种联系作为一个核心。那么每一个人他自然会去反映出整个世界、整个社会的一些变化。那么每个个体的价值感受和这种生命的状态，它其实才是这个建模最核心的一个目标。而不是说整体的稳定，或者说安全，或者说可控。所以我觉得这个还是最重要，我们要看，在整个模型背后它的这个哲学，它的这个价值观是什么。Donc, ce qui est important, c'est aussi de voir derrière chaque processus ou chaque tentative de modélisation la pensée qui est derrière, parfois même la philosophie ou l'idéologie qui est derrière. Si on prend par exemple l'exemple de cette phrase issue du taoïsme où le ciel et l'homme ne font qu'un, on va davantage s'intéresser à la manière dont il s'agit de faire harmonie entre les différentes membres de cette communauté en fait céleste qui est donc la nature, que ce soit l'être humain ou les autres espèces du vivant, voire même les microbes. Et si on essaie de produire une modélisation avec cet esprit-là, elle sera forcément différente de la manière dont on va modéliser le futur ou d'autres émergences à travers d'autres philosophies ou d'autres modèles de pensée. Peut-être en processant un peu ta question un peu plus loin, puis en écoutant ta réponse, si je pense qu'en fait, donc surveiller une émergence positive, il y a peut-être justement des choses de l'ordre de ce que tu disais, c'est-à-dire surveiller l'évolution des autres êtres vivants, regarder les différentes mutations, et puis tout ça c'est assez aléatoire, on ne peut pas très difficilement prédire ce qui va se passer, et puis attendre une certaine évolution qui irait dans le bien commun. Alors je ne sais pas s'il y a des chercheurs qui veillent là-dessus, qui surveillent des évolutions de la biosphère ou certains organismes qui seraient pour le bien, mais c'est un scénario que j'imagine possible. 对，我觉得这个问题也是非常有意思，因为当我们在讨论人类社会的建模的时候，我们往往忘记说，我们其实不是一个单一的物种，我们其实身体里有非常多的微生物的菌群，我们跟其他的生物是紧密联系在一起，包括植物、
跟动物以及微生物等等。所以其实我们的这些建模，如果把这些因素排除在外，它是非常片面的，它可能没有办法反映一个真实的状况和现实。我们做出的这个决策很可能也是错误的。所以几年前我记得在中国有一个非常有意思的研究 paper。但是后来被拿掉了，就从官方的网站上。它研究的是什么？研究的是人的肠道微生物菌群跟共产党员的党性之间的联系。就当然我不知道这个研究是否科学，但是这个其实可以看到，可能中国也是在这方面有一些我们自己的想象和建模。Alors effectivement, ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'on oublie souvent quand on essaye de modéliser les sociétés humaines que l'homme lui-même, c'est pas une uni-espèce ou une mono-espèce, parce qu'en fait, on est plein de micro-organismes. On a aussi des liens extrêmement importants avec les végétaux, avec les animaux. Et souvent, en tentant d'imaginer ce que sera le futur des sociétés humaines, on passe complètement sous le radar tous les liens avec les autres espèces du vivant. Je pense par exemple à un article scientifique qui était paru en Chine, très intéressant, très intriguant, alors qui a été très très vite retiré du site, par les officiels du site de la revue sur laquelle il était publié, et qui essayait, c'est très bizarre, de faire un lien entre des micro-organismes dans le système digestif et la fidélité au Parti communiste. Un microbiote communiste alors? Je sais pas, mais je sais pas ce que ça va donner, mais effectivement, il y a peut-être un imaginaire un peu particulier qui se développe en Chine sur la question. Pas de rapport avec les médicloriens, non? Mais ça renvoie à un moment de la discussion que vous avez eu hier, c'est-à-dire de dire on voit quand même qu'il est paré dans ce que vous dites des façons très très différentes d'imaginer le modèle, ce qu'on va mettre dedans, sa base. Chez nous plutôt effectivement centré sur un tout petit nombre de paramètres avec une forte description mathématique. De ce que vous dites, ça a l'air d'être beaucoup plus holistique et beaucoup plus qualitatif. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné de trouver un moyen de confronter ces différents types de modèles, que ce soit pour modéliser l'espoir ou pour modéliser ce qui est susceptible, le mal, et d'en tirer parti? Alors, je vais faire une digression qui est que quand j'ai commencé à faire de la science, le monde de la science, c'était celui qui transcendait les frontières. C'était l'idée qu'il existait une communauté au-dessus qui n'était pas impliquée dans les problèmes nationaux, qui ne relevait pas des groupes. Un film exemplaire de ce point de vue-là, c'est Le jour où la Terre s'arrêta, la version de 54, pour ceux qui connaissent. Est-ce qu'on peut réimaginer une forme d'international autour de ces questions, à travers la littérature ou à travers la science, pour aborder ce type de questions? Je suis très très loin de la table ronde, mais c'était une question que j'avais envie de poser. 包括我在这本书里跟那个 AI 的那本书里，其实都是试图超越一个中国作家的这种视角，从一个全球范围内去想象，包括 AI 技术，包括生态环境问题对全人类的一个冲击。因为我们必须承认说，不同的文明形态、不同的社会、不同的阶层，它迎接同样的技术冲击的时候，它的反应会非常的不一样。但是从这些不一样里，我们是否能够去总结出一些趋势、建模，然后我们能够去尽量的平衡的去照顾到每一个不同个体、每一个不同阶层他们的一个利益。所以其实前几天在英国发生的这个事情，就中国、美国跟欧洲，他们围绕着 AI 问题达成了一个协定，就是 Declaration， 就是关于 AI 的监管和这个指导性的一些问题。我觉得是大家看到了这样的一个必须性。
Alors, ce que j'essaye un petit peu de faire dans ce roman, L'île de Silicium, ou dans mon recueil autour de l'intelligence artificielle, c'est aussi d'arriver à transcender les frontières et à plusieurs niveaux également, à la fois national, puisque les problèmes d'environnement ou de déchets électroniques sont de fait pas locales mais globales, mais aussi entre les espèces, et l'impact notamment que peut avoir un choc technologique ou un surgissement technologique, y compris donc entre différentes civilisations qui pourraient avoir des réactions différentes sociétés, aussi différentes classes sociales, ce qui est également au cœur du roman et un petit peu du recueil. Et tout notre rôle pour le futur, ça va être d'essayer de prendre en considération les différentes réactions, les différents intérêts aussi de toutes ces communautés, qu'elles soient vivantes, non vivantes, mais aussi de différentes classes sociales, et d'essayer de trouver une forme d'équilibre pour que chacun puisse aussi y trouver son compte. Ça me fait penser, il y a quelques jours, 2-3 jours, il y a eu le premier sommet autour de l'intelligence artificielle justement en Grande-Bretagne, qui a accouché d'une déclaration, d'un accord en fait, et où étaient présents différents pays, dont la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, comme si finalement ces pays-là avaient perçu la nécessité de parvenir à essayer de trouver ce genre d'équilibre. Oui, c'est effectivement l'émergence de l'IA, c'est la question de maintenant. Peut-être que ça va retomber un peu après, on verra un peu comment ça évolue. C'est vraiment la mode. Moi, je crois que c'est un truc assez profond. Enfin, je parlais tout à l'heure d'innovation de rupture. Et je pense qu'effectivement, l'IA aujourd'hui, c'est une vraie rupture qui va changer profondément nos rapports aux choses et à la création en particulier. Et donc effectivement, je pense que quand il se passe comme ça une rupture qui peut revêtir des aspects un peu inquiétants, donc l'émergence d'une rupture inquiétante, bah oui, les États ont besoin de se mettre un peu d'accord, enfin les États et même tout le monde en fait, mais ça va bien au-delà des États en fait, ont besoin de se mettre d'accord et de créer une espèce d'international de l'intelligence artificielle. Dans cet exemple-là précis, il y en a un autre qui me paraît assez incontournable, c'est le réchauffement climatique. C'est quelque chose qui, je pense qu'il y a une vraie émergence de la prise de conscience là, du réchauffement climatique. C'est quelque chose que des tas de gens connaissent et prédisent depuis des dizaines d'années, n'en déplaise à certains de nos politiques, c'est pas nouveau. Et là, aujourd'hui, parce que ça a envahi nos météorologies, en fait, dans plein de pays différents, sous plein de latitudes différentes, avec plein de manifestations différentes, je pense que tout le monde est en train de prendre conscience de ce truc-là. Donc, émergence d'une conscience qui doit derrière mener à l'émergence d'une politique internationale. Et donc ça va être facile hein, parce que les intérêts des uns et des autres sont potentiellement divergents. Les riches, les pauvres, le nord, le sud. Enfin, il y a plein de différences qui font que faire émerger cette humanité va être difficile. Néanmoins, je pense que là, dans ce cas précis, toute l'humanité est en train de faire face à une menace commune. Le Covid, c'était aussi un peu ça, mine de rien. C'est moins grave a priori, mais moins grave à long terme a priori. Donc ça, c'est intéressant. Donc faire émerger, émergence d'une menace commune, et derrière émergence d'une politique commune. Et je pense que ce qui est super important là-dedans, c'est aussi de faire émerger un espoir commun. C'est-à-dire que si dans toute cette démarche-là, on n'est pas en train d'essayer de régler le problème, de nous trouver un avenir souhaitable et enviable, on va un peu dans le mur, quoi. Et donc tu parles d'international, une internationale du climat, ça me paraît, on va être obligé de l'avoir d'une façon ou d'une autre. 我月底要去参加那个 COP28 那个大会，然后它是在杜拜举办。我又觉得这个地方为什么会在这里举办？因为基本上大部分的石油产地、最富有的人、最奢侈的人、最多的碳排放，可能都是从那个地方来的。然后我会觉得这个就是特别讽刺的一个事情。但刚才那个哈菲尔也说了，我们需要建模，让大家都意识到这个气候变化的一个紧迫性。但因为气候变化它是一个相对缓慢的长期的过程，它与我们人类的这个时间尺度的感受是不一样的。我们感受是秒、是分、是小时、是天，但是气候变化它可能是以一个世纪或者甚至几十年这样的一个时间长度来变化，它是一种缓慢的暴力。所以这个程度上，就是大部分人其实他感受不到这个紧迫性，但是这几年我们感受到了更多的气候的异常。那么也包括说，我们一个模型
是从哪个机构、哪个国家主导来做出来的，那它是否能说服其他的国家说啊，我这个模型就是绝对正确的，它就是能够照顾到大家的利益？我觉得这个是非常难的事情，也是为什么现在在这件事上大家非常举步维艰的一个原因。但我在下一本书里我会探讨这个话题。Alors là, je vais participer, c'est à la fin du mois, je crois, ou le mois prochain, à la COP 2028, je crois que c'est 2028, qui aura lieu à Dubaï. Donc vous imaginez bien toute l'ironie hein, que la COP, la prochaine COP ait lieu à Dubaï, qui est un endroit où vous connaissez tous la dimension environnementale ou les problèmes environnementaux liés à cette région du monde. Et donc il y a tout cet caractère ironique qui est de voir se produire ce genre de réunion à cet endroit-là. Toute la difficulté qui est évoquée par Raphaël tout à l'heure d'anticiper ou de produire une modélisation pour répondre en fait à l'urgence du changement climatique, c'est toute la difficulté à faire comprendre en fait de quelle urgence on parle et l'échelle de temps qui est celle de l'urgence climatique, puisqu'on a l'habitude de penser en secondes, en minutes, en heures, en jours, éventuellement en mois, mais très difficilement en siècles ou en décennies, même si on ressent bien ces dernières années les anomalies climatiques, les anomalies météorologiques, comme tu le disais, mais ça reste extrêmement compliqué à envisager de façon globale. Et puis se pose une deuxième difficulté, c'est qui est-ce qui va proposer le modèle vertueux et comment est-ce qu'on peut essayer de convaincre? Est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est une organisation transnationale? Et pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à avoir un modèle qui puisse convaincre tout le monde. C'est un des prochains défis et une des difficultés actuelles, et c'est ce dont fera l'objet de mon roman qui est en cours d'écriture. Non, oui, tout à l'heure on parlait de signaux faibles, développement linéaire, développement exponentiel. C'est clair pour le réchauffement climatique qu'on avait les signaux faibles. On les a ignorés, on avait la progression linéaire, on les a ignorés, et c'est que maintenant qu'on commence à sentir l'exponentiel dans notre vie courante, qu'on commence à s'affoler. Mais tout était en place, hein, on savait tout ça à l'avance. Et tu parlais d'échelle de temps, et effectivement, je pense que le point clé c'est l'échelle de temps. L'échelle de temps du politique c'est quelques années, et le problème c'est que le réchauffement climatique ça dépasse l'échelle de temps de quelques années, de loin, et que donc un politique donné, s'il fait trop rien pour le réchauffement climatique, il va s'en sortir. Alors que s'il avait trop rien fait sur le Covid, il s'en serait moins bien sorti, parce que l'échelle de temps était plus petite, quoi. Et donc c'est un des points clés, et je pense effectivement qu'en tant qu'humanité, on doit réfléchir sur les temps longs, quoi. C'est une chose qui est en fait indispensable. Il reste 4 minutes, donc je suis pas sûr que ça vaille la peine que je vous pose une dernière question. Si, peut-être juste une, comme ça, très vite. Vous écrivez toutes les deux de la littérature concernée. C'est une littérature qui, effectivement, parle beaucoup de cette question de prise de conscience et de cette question d'apporter des réponses. Alors, la question rituelle aux utopiales, d'une certaine façon, la science a joué son rôle. Elle a alerté, elle a annoncé, elle a extrait les signaux. Est-ce que c'est dans la littérature et la littérature science-fiction qu'on peut attendre la création de cette internationale, de cette prise de conscience à un niveau beaucoup plus global qui transcenderait les intérêts nationaux? Une internationale des auteurs de SF de tous les pays. Mais peut-être qu'on peut démarrer ça tous les deux. Oui, enfin non, mais tout le monde doit participer à cet effort. Les artistes de tous bords, les citoyens de tous bords. Il faut que ce soit vraiment une évolution globale. Moi, ce que j'ai senti en écrivant mes 3 romans, c'est que les 2 premiers sont très sombres, très dystopiques. Et c'est facile dans le monde actuel d'être anxiogène, dystopique. C'est ce que vous avez envie de lire, c'est ce que les médias nous renvoient de l'image du monde d'aujourd'hui. Et pour moi, il y a une chose qu'il faut réintroduire et réenchanter et absolument pas rater, c'est d'avoir de l'espoir. En fait, je l'ai déjà dit, l'émergence de l'espoir, c'est très important. On va s'en sortir, hein. Il va y avoir de la casse, mais on va s'en sortir. La question, c'est de réfléchir tous en amont pour minimiser la casse et s'en sortir le mieux possible. Mais il y a de l'espoir et il faut en donner. Et donc peut-être tu nous interroges sur le rôle de la littérature. Le rôle de la littérature de science-fiction, c'est d'alerter souvent. Et je trouve que pas assez souvent de donner un peu d'espoir, d'esquisser des formes de solutions.
Alors c'est avec grande modestie, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon troisième. Vous me direz si vous le lisez, si j'ai réussi ou pas. Après 2 bouquins super négatifs, je me suis dit il faut arrêter, il faut quand même montrer l'humanité comme une entité complexe, sociale et capable de s'inventer un avenir radieux, quoi. 我觉得人类历史上有一些非常成功的建模，包括宗教，包括现代的资本主义，也包括现在我们习惯的这套科学的话语体系。那么文学我觉得在这里面会有非常特殊的一个功能，它在拉康的理论里就是一个想象界，它要去连接符号界与真实界的这个存在，所以我觉得科幻有可能是现代的神话。那么神话的前提就是我们要放弃一些个体的，甚至是某一个特定利益群体的这种立场利益，然后我们需要跨越这个信念的这个 leap of faith， 就是这样一个沟壑，我们要无条件的去相信一些东西，就这样的一个模型，我觉得可能只有文学在当今科幻小说能够建立起这样的一个类似于 cult 这样的一个信仰系统。 En fait, quand on regarde dans l'histoire humaine, il y a un certain nombre de modélisations qui ont déjà marché, ou du moins qui ont eu un certain succès, qu'on soit d'accord ou pas. Les religions, le capitalisme ou même la méthode scientifique, ce sont en fait des modélisations qui ont fonctionné, qui ont donné lieu à une certaine foi aussi, à un aspect en fait assez religieux. Et pour le monde qui est actuellement le nôtre, alors il y a des auteurs comme Lacan, par exemple, qui se sont intéressés à la manière dont les symboles, notamment la mythologie, va aussi nourrir ces différents systèmes, ces différentes modélisations. Pour le monde qui est le nôtre actuellement, la science-fiction, la littérature, mais peut-être la science-fiction en particulier, peut aussi servir pour pousser en fait des nouveaux modèles de modélisation, des nouveaux cultes, des nouveaux niveaux de croyance. Par exemple, nous aider à abandonner notre foi en la question de la liberté individuelle comme objectif absolu, surtout dans une situation où le monde fait face de façon commune à un certain nombre de dangers, ou même ne serait-ce que par exemple la question de l'intérêt de certaines communautés. Et donc quand on pose la question de la fonction de la littérature actuellement, ça peut être essayer justement de montrer les faiblesses des modélisations précédentes et de créer des nouveaux mythes ou de créer une nouvelle mythologie qui va nous permettre de développer un nouveau modèle de monde. Bon, ça me paraît une très bonne façon d'engager les questions. Donc, la parole est à la salle. Oui, vous avez introduit la table ronde en parlant de l'intérêt de prévenir de l'émergence de maladies. En fait, il faut savoir que Macron a développé une initiative internationale, j'emprunte des mots-clés que vous avez utilisés, pour prévenir l'émergence de zoonoses. Et ça se décline à l'échelle française par 2 programmes de recherche de l'ANR, un de 80 millions d'euros donné à l'INSERM et un autre de 30 millions d'euros donné à INRAE, CIRAD et IRD. Donc on voit déjà au passage l'incohérence d'essayer de faire des programmes où on parle de One Health, d'écologie de la santé, en donnant séparément à des organismes que ça les évite de travailler ensemble, alors qu'il faudrait travailler ensemble. Et donc pour ces histoires de modélisation d'émergence, je me demande à quoi ça sert de développer autant de programmes de recherche quand, par exemple, en Chine, on voit des usines à 650 000 cochons sur 26 étages. On connaît un petit peu pourquoi le changement climatique, les scientifiques alertent et connaissent les solutions. Mais si, dans un modèle capitaliste actuel, on connaît les solutions, mais si on est orthogonal à ces solutions-là, ça ne sert à rien de dire on sait ce qui se passe, mettre 650 000 cochons sur 26 étages, on va dans la catastrophe, c'est sûr, quoi. Donc, qu'est-ce qu'un physicien et un auteur de science-fiction peuvent dire pour essayer de faire prendre en compte devant ce que les scientifiques disent, mais il n'y a pas de changement de modèle, en fait? Alors, j'ai une anecdote très... j'ai deux réponses. Première réponse, en fait, en vrai, pour le réchauffement climatique, on aurait peut-être dû laisser le Covid faire son travail. Moins on est d'êtres humains à la surface de la planète, mieux la planète se porterait. C'est très cynique et très provocateur. Le Covid n'est absolument pas la bonne maladie pour ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. On peut faire mieux, ouais. Bon. C'est surtout que comme le Covid ne joue pas sur la courbe démographique, ça ne sert à rien. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il vaut mieux tuer les jeunes. Donc cynisme mis à part, et plus pour répondre à votre question.
Il y a ce syndrome un peu, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un endroit sur la planète où quelqu'un fait une bêtise que nous on doit pas essayer d'œuvrer dans la bonne direction. Et j'ai peur que ce syndrome il soit très important en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui te disent ah bah les autres ils font rien donc je fais rien. Et ça, et bah, si tout le monde pense comme ça en fait il se passe jamais rien. Et en revanche, s'il y a des gens, et c'est ce qui est aussi en train de se passer, mais presque plus au niveau citoyen qu'au niveau politique, je trouve, hein, si les gens commencent à faire des choses à leur toute petite échelle et tout ça, et petit à petit, on se synchronise pour faire des choses ensemble. Alors ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je commence à travailler un peu en ce moment, c'est comment on pourrait synchroniser nos actions citoyennes, hein, à très grande échelle pour œuvrer tous vers le but commun qui serait de diminuer notre bilan carbone, hein, pour faire simple. Et donc, oui, je sais bien qu'il y a plein d'endroits où ça va pas bien du tout et où il y a des gens qui prennent des directions qui sont antinomiques avec le problème auquel on fait face. C'est pas une raison pour que nous on fasse rien, quoi. Je sais pas si ça répond à votre question, mais. Bonjour, donc vous avez beaucoup parlé de crise sociale, de crise épidémique et de crise aussi peut-être économique et sociale, mais qu'en est-il des crises politiques, d'émergence qui peuvent arriver au niveau de la scène politique? Je pense notamment à l'élection de 2002, lorsqu'il y a eu l'affaire Paul Voisier, sur le jour même de l'élection, un fait divers qui bouleverse totalement les sondages et les estimations, et fait passer notamment Jean-Marie Le Pen au second tour. Qu'en est-il de telles émergences qui sont imprévisibles et qui peuvent beaucoup bouleverser le paysage? Qu'en est-il de votre avis là-dessus? Personnellement, j'ai des craintes et j'aimerais connaître votre opinion sur le sujet. Oui, bah, je suis très très d'accord avec ça. Et ça, c'est imprédictible. Disons qu'il y a des événements qui se passent et des gens qui s'en emparent et ça permet de manipuler pas mal l'opinion publique. Et donc oui, c'est l'émergence quelque chose. Moi, je sais pas si ça va arriver, mais j'en ai déjà dit un mot là. Moi, j'ai quand même tendance à penser que, en tant qu'humanité, on peut tendre vers une espèce de démocratie digitale globale. Je sais pas si quelqu'un ici a vu le film Eighth Wonderland. Jamais personne qui lève la main quand je pose cette question-là. Eh ben, voyez-le. Si, il y a quelqu'un. Ouais, super. Bravo. Super film où des gens comme ça décident du jour au lendemain de plus appartenir à un pays et de se faire un pays démocratique virtuel, donc grâce à Internet, et commencent à agir et à prendre des décisions. Et je ne sais pas si ça va arriver parce que les médias sont très contrôlés et que c'est difficile de faire émerger ce genre de choses-là. Mais ce serait bien, quoi, effectivement, donc que les gens commencent à s'emparer d'une espèce de démocratie qui dépasse les systèmes politiques électoraux qui sont pour moi complètement déficients. Et l'exemple que vous avez donné est le meilleur de ça, hein. Notre système d'élection présidentielle, il est incroyablement déficient. On peut mettre au deuxième tour des gens qui auraient perdu contre d'autres gens qu'on ne met pas au deuxième tour. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et on l'a fait plusieurs fois avec une personne, bientôt on va le faire avec deux. Et ce sera bizarre. Et c'est assez incontrôlable. Heureusement, il y a d'autres contrôles dans la démocratie française, mais quand même. Donc oui, moi j'aimerais bien qu'on arrive à faire émerger ce genre de choses-là, mais je ne sais pas si ça va arriver. Honnêtement, c'est peut-être malheureusement de l'ordre de la science-fiction, quoi. 因为这个现代的民族国家制度，很多的政治概念其实是从欧洲被发明出来的，所以我只能寄希望于欧洲能够发明出来一些更好的一些未来社会的组织的形态，能够帮助我们超越这样的一个阶段。但我作为一个中国人，我其实没有太多的理解在这方面，因为我们不会有第二个政党，对。Alors, de mon côté, c'est vrai qu'en Europe, il y a beaucoup d'idées politiques qui sont nées, les idées de démocratie, et en fait, la plupart des démocraties modernes naissent avec des idées qui viennent de l'Europe. Donc, on peut espérer, en tout cas j'espère, que d'autres formes d'organisation sociale ou d'organisation politique puissent être aussi développées dans les sociétés européennes. En tant que Chinois, c'est toujours un peu plus compliqué parce que pour le coup, vous l'aurez compris, on n'aura pas forcément de deuxième parti qui va venir au pouvoir. Donc ma compréhension des phénomènes des démocraties européennes est quand même moins approfondie que vous pouvez l'avoir.
Ça va être très rapide, mais moi j'ai bien aimé la discussion que vous aviez sur les difficultés à modéliser le vivant d'une manière plus globalisante. Et puisqu'on est dans un festival de science-fiction, j'aimerais savoir quels sont les obstacles et ce que vous auriez pu avoir imaginé pour les contourner. 对，我其实，在小说里会去想象很多这种方式，因为动物它的感官，包括它的视觉的光谱，它的听觉的这个频率都跟人不一样，所以这意味着你要把这个人的感官的采集的范围扩大很多，才能容纳进各种不同物种的它的一个感官系统。但更重要的一个问题是我们不知道动物的感受是什么样，我们没有建立起来一套翻译的系统，但这个现在有很多科学家用 AI 试图来理解动物的语言，包括植物的和蘑菇的语言，所以我在想，有可能 AI 能够作为一种界面，它帮助我们去形成这样的一个跨物种交流的一个全新的一个系统，然后这样的话建模就是会变得有希望，但这我会用小说的方式来探索。 C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans mes œuvres de fiction, de réfléchir à la manière dont, notamment au niveau des sens humains ou des sens des animaux, par exemple, qui peuvent être extrêmement différents. On a une forme d'anthropocentrisme des sens, en fait, c'est-à-dire qu'on imagine l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat comme étant universels, notamment avec les autres espèces. Et c'est assez compliqué. En fait, ce qui nous est compliqué de faire, c'est d'arriver à comprendre quels sont les ressentis des animaux. Leur manière de ressentir le monde. Et alors il y a des scientifiques qui utilisent maintenant l'intelligence artificielle pour essayer de créer des modèles précisément de traduction de ce que peuvent ressentir, alors ça peut être les végétaux, ça peut être aussi les champignons, les microbes. Donc peut-être que c'est des modélisations qui sont à venir et qui nous permettront de développer un système transspéciste qui là pourrait être assez intéressant et assez positif. Et moi j'essaie d'y répondre un peu avec la fiction, en tout cas d'explorer ça dans des œuvres de science-fiction. 在我的小说里，就是不同物种之间，它最早达成这种共享的情感，不是快乐，而是痛苦。Et donc dans une œuvre que j'ai écrite, l'un des ressentis qui va être partagé par différentes espèces du vivant, c'est pas le bonheur, mais c'est la souffrance. En fait. Et c'est ce que généralement on s'imagine pouvoir être un point commun entre d'autres espèces du vivant et l'espèce humaine. Une petite dernière. Merci, bonsoir. C'est plus un compliment à Chen Qiufan. Donc j'ai lu son livre l'année dernière grâce à une prise de parole de Chen Qiufan. Et vraiment, je le recommande. Et en plus, les personnages féminins sont puissants. Et c'est vrai que j'ai ressenti cette question de la souffrance dans son livre et qui m'a parfois un petit peu gênée que ça soit basé sur la souffrance. Mais voilà, je pense qu'effectivement, c'est un auteur puissant et qui, malgré ce qu'il a dit sur l'individualité, je trouve qu'il propose quelque chose où on a à la fois de l'individualité et du commun dans le sens positif du terme. Donc, je recommande. Merci beaucoup. Merci. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste vous signaler que nos deux auteurs dédicacent maintenant, sachant que l'île de Silicium est épuisée, il n'y en a plus dans la librairie. Donc si vous avez votre volume à vous, ça vaut la peine, vous pourrez vous le faire dédicacer. Si vous ne l'avez pas, eh ben, tant pis pour vous, ça sera pour une prochaine librairie, fois. Dans vos meilleurs libraires. Merci beaucoup.